France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. De ruines en baraquements, rebâtir les villes bombardées, car toute la France est concernée par les destructions qui s'étalent de 1940 à 1944. Des bâtiments complètement détruits, ils se comptent par centaines de milliers, des villes entières rasées, des quartiers disparus. Au sortir de la guerre, si la France a la tête haute, le pays est à genoux, le travail à accomplir est titanesque. À la Libération, la France est en fête, oui, mais dans une ambiance de liesse, il faut relever les manches. Il arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Il rapportait cette chose immense et merveilleuse, la liberté. Mais derrière les cris et les vivats, en descendant les Champs-Élysées, enivré du plus beau soleil de l'année, le général de Gaulle évoquait la grande pitié du royaume de France. Il percevait ces ruines qu'il avait traversées, ce deuil infini des villages désormais sans nom, des pierres désormais inhumaines, des terres désormais interdites. Il évoquait cette misère infinie d'un pays où la justice et la piété ne vivaient plus que dans les ruines. Le journal des actualités françaises, le 26 août 1944. Danielle Vollmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne directrice de recherche émérite au CNRS et vous êtes spécialiste de cette question-là, celle des destructions, des reconstructions. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit en premier et on l'entend dans les actualités. La ruine est très présente en ce mois d'août 1944. Les ruines sont partout parce que les bombardements qui ont été des bombardements des Allemands et des Alliés, surtout des Alliés, ont touché toute la France. Quasiment toute la France. Et depuis longtemps, parce que on parle beaucoup de 1944, on pense au débarquement et puis au bombardement qui l'accompagne, mais 1940, il y a la guerre quand même avec des destructions. Il y a la guerre et il y a déjà des bombardements. Et les bombardements alliés, qui étaient là pour s'opposer aux bombardements allemands, ont commencé presque tout de suite. Alors, ils n'ont pas eu, jusqu'en 1942, l'immensité de ce qui s'est passé après, surtout en 1944, mais ils étaient là. Et les villes ont été détruites. Nantes, par exemple, ça a commencé en 1942. Voilà, Nantes, c'est 42. Durant toute la guerre, il y a des bombardements. Il faut le rappeler parce que il y a quelque chose qui est très lié au vécu des individus dans cette histoire-là. Quand on est d'une ville ou d'un village qui a été bombardé, on se souvient très bien à quel moment c'était. On se souvient très bien. Et puis, ça veut dire l'opinion publique, si on sait ce que c'est que l'opinion publique, est quand même un peu gênée aux entournures, parce que ce sont les Alliés qui bombardent. Et du reste, Vichy ne se prive pas de dire, voyez, les ennemis, ils détruisent notre pays. Oui, depuis le début de l'année 1944, ça ne cesse de s'intensifier jusqu'au débarquement le 6 juin 1944 et ça continue ensuite longtemps. Et ça continue ensuite. Et puis surtout que après le débarquement, on est quand même que au printemps 44, la guerre continue jusqu'en mai 45. Et donc l'est de la France, la région de Strasbourg, enfin tout l'est, est encore soumise aux batailles à la fois d'infanterie et des bombardements. Donc, il y a encore des destructions. Et puis, un type de bombardement particulier, ces tapis de bombes qui rasent complètement des villes. D'ailleurs, c'est toujours très impressionnant de croiser ces images-là. Les villes sont rasées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, pas les villes entières, c'est souvent seulement des quartiers. Alors après, il y a un tas de discussions pour savoir qu'est-ce que les bombardeurs choisissent. En principe, ils choisissent des objectifs militaires. Mais les objectifs militaires sont assez larges et sauf des points très précis, c'est-à-dire des gares, des nœuds de communication, des usines, bien sûr. La notion de cible vraiment militaire est assez floue. Et du reste, pour les militaires, il y a ceux qui se retranchent encore maintenant, enfin on en était à ce moment-là, sur l'idée que ce sont des objectifs militaires, pas civils, et ceux qui développent la théorie qui a lieu encore maintenant, que tout est objectif.
et que l'objectif de détruire, par exemple, l'économie ou des points militaires n'est pas suffisante. Il s'agit aussi de terroriser la population. Et là, on le voit bien dans les bombardements actuels, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, par exemple. Oui, non, mais on l'entend bien, hein. C'est vrai que cette histoire des bombardements, c'est une histoire très lourde, très riche et très variée, parce que dire bombardement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce ne sont pas toujours les mêmes bombardements, ces tapis de bombes à très haute altitude qu'il y a par les Alliés après le débarquement. C'est pas exactement que d'autres formes de bombardements plus ciblés ou d'autres destructions menées, et vous l'avez dit avec justesse, tant par les Allemands que par les Alliés, beaucoup par les Alliés en 1944. Oui. Avec ici des destructions, et quand vous expliquez que toutes les villes ne sont pas détruites, malgré tout les populations sont parties. Ça veut dire qu'il y a énormément de départs. Il y a pu ici, on le voit bien en 1944, toutes les structures qui pourraient permettre de maintenir une vie dans ces villes-là. Les gens reviennent très rapidement dans les ruines? Pas toujours. Alors déjà, il y a des ordres d'évacuation. Et ça aussi, ça fait écho au bombardement que nous vivons maintenant, pas sur nous directement, mais dans le monde. Il y a des ordres d'évacuation. C'est souvent organisé et plutôt assez bien organisé, si on peut dire que des évacuations de toute une ville soient faciles à organiser. Mais d'abord, il y a des gens qui veulent pas partir, il y a des gens qui ne savent pas où aller. C'est bien joli de dire vous êtes dans telle ville, mais vous devez vous replier à Clermont-Ferrand ou au centre du pays et non pas sur les plages, enfin sur les bords. Donc tout le monde ne veut pas partir, tout le monde ne peut pas partir, et puis il reste toujours du monde. Donc il y a toujours à la fois des destructions et surtout des morts. Parce que là, nous parlons des destructions, donc les villes détruites, et qu'on va pouvoir reconstruire, plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, mais on va les reconstruire. Les morts, on les fait pas revenir. Danièle Vollmann, vous nous le promettez dans cette émission, vous allez nous reconstruire ces villes. On va le faire pas à pas, parce que les gens reviennent très rapidement. Le bombardement, c'est un moment précis, hein. C'est parfois quelques heures, une journée, un peu plus dans certaines villes. Quelques jours. Les gens reviennent rapidement après. Dans l'ensemble, oui, mais pas toujours. Parce que c'est toujours pareil. Une fois qu'on est parti, il faut revenir. Donc ça veut dire il faut trouver les transports. N'oublions pas qu'on est tout est détruit. C'est pas facile de trouver un train ou une voiture. Il n'y a pas d'essence. C'est un peu compliqué pour revenir. Et puis revenir pour trouver quoi? Si c'est pour trouver son immeuble détruit, ça veut dire trouver où loger, trouver où s'installer. Donc c'est pas évident. Après, je répète, si tant est qu'on puisse connaître vraiment l'opinion, parce que ça c'est assez difficile, les gens veulent revenir, parce qu'ils veulent revenir chez eux, ils veulent retrouver, si possible, leur logement, et sinon, leur logement détruit, et donc la possibilité de demander des indemnités pour reconstruire, ou se mettre à reconstruire, ou à réparer. Ils veulent retrouver leur travail, s'il y a du travail, etc., etc. Donc, l'aspiration générale, c'est de revenir. Ça ne veut pas dire que ça soit possible. Avec toujours la surprise, et on imagine bien au moment où l'on part, parce qu'on a reçu un tract qui nous dit il va y avoir un bombardement, on sait que le bombardement a eu lieu, on revient, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ouais. Alors quand vous parlez de tract, pour prévenir, parce que ça a toujours été fait, plus ou moins bien, mais ça a toujours été fait, c'est-à-dire que les bombardeurs envoient des tracts. Par avion, en général, ils envoient des tracts en disant « on va bombarder, partez ». C'est d'une part ça. Et puis de l'autre, les pouvoirs publics, ça veut dire en gros les municipalités, préviennent aussi en disant « si vous pouvez » ou « c'est obligatoire, partez ». Et puis quand c'est le moment du retour, les gens reviennent, alors découvrent ce qu'il reste de chez eux. S'il y a des ruines, c'est aussi l'occasion de chercher des souvenirs, parce que c'est aussi important pour se reconstruire après. Hein. Les ruines, c'est une chose comme un tas de pierres, mais c'est pas seulement un tas de pierres. C'est pas seulement, c'est les objets, c'est... Et puis après, il est question de vivre dans ces ruines. Si dans les villes et les villages noircis au feu de la bataille,
Des Français vivent encore au milieu des ruines, soumis encore à ces drames quotidiens de l'eau difficile, de la chaleur difficile, de la lumière difficile. Des baraquements s'élèvent un peu partout pour remplacer provisoirement les 450 000 immeubles complètement détruits. Produits en France, fournis par l'Allemagne au titre des réparations, importés de Suisse, de Suède ou des États-Unis, ils couvriront 7 millions de mètres carrés. L'hiver arrive en effet, et il ne faut pas que les sinistrés cet hiver n'aient pas de toit. Ces toits, ils les auront, ils les ont. Au milieu des villes démolies, on voit s'élever ces constructions faites de matériaux récupérés sur place et où les habitants attendront la reconstruction définitive de leur foyer. Toujours le journal des actualités françaises, nous sommes en 1945 avec bien sûr cette reconstruction par étapes. On imagine bien que une cabane est possible à construire, mais c'est pas ça la reconstruction. Première étape, il y a ces baraquements. On vient d'entendre cette évocation ici. De quoi s'agit-il ? Alors je trouve que là les actualités sont un peu, on va dire, soit optimistes, soit mensongères. Parce que pour ce qui est des pouvoirs publics, les baraquements, c'était pas tout de suite. L'idée, c'était de pas faire de baraquements, c'était ça en tout cas la théorie, et de tout miser sur la reconstruction en dur. Sauf que d'un point de vue social, et éventuellement on peut dire politique, comment laisser les sinistrés sans abri ? Donc il y a eu un débat, une lutte entre ceux qui étaient contre la reconstruction ou la construction de baraques, et comme on dit, les baraques fournies par l'Allemagne plus d'autres pays d'Europe, et ceux qui disaient pas un sou pour la reconstruction provisoire, on garde tout pour la reconstruction définitive. Tout, ça veut dire l'argent, et il n'y en avait pas tant que ça, de l'argent, ni des matériaux, ni des instruments, des grues, des choses comme ça. Les machines sont détruites. Pas un sou donc pour le provisoire, on garde tout pour le définitif. Sauf que politiquement, c'était pas tenable. Donc finalement, ce sont les partisans des baraquements qui l'ont emporté. D'autant plus que la fabrication des baraquements, c'était quelque chose qui était connu. Connu d'abord à cause de la Première Guerre, parce que à la fin de la Première Guerre, il y a eu une première reconstruction beaucoup moins étendue que la deuxième, mais enfin tout de même, il y avait tout l'est de la France qui était détruit, et il y a eu toute une industrie de baraquement. Industrie produite par la France, avec des gens, des ingénieurs qui se sont demandé comment faire les baraquements, avec quels matériaux, du bois, de la pierre, de la tôle, et donc ça a continué même sous Vichy, parce que sous Vichy, il y avait les bombardements, c'est pareil. Il fallait montrer que l'État était là pour être contre les ennemis, c'est-à-dire les méchants alliés qui bombardaient. Et il y a eu aussi à la fois une réflexion sur les baraquements et une production, une industrie. Donc, c'était prêt. C'était prêt et ça a été fait. D'autant plus que, je crois que c'est les actualités qui l'ont dit, l'Allemagne, à titre de réparation, a enlevé des baraquements, parce que l'Allemagne aussi avait été bombardée, donc eux aussi ils avaient des baraquements, mais aussi la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Daniel Waldman, c'est que déjà Vichy pensait la reconstruction du présent de Vichy, c'est-à-dire de ces bombardements. Alors, il y a la destruction de la guerre, enfin celle de 1940, des combats, et puis des bombardements qui se suivent. Donc déjà, sous Vichy, on a une réflexion sur comment on peut loger des sinistrés de manière assez rapide. Donc, l'idée de construire rapidement, c'est déjà présent sous Vichy. C'est déjà sous Vichy. Et il y a même certains historiens qui parlent de 3 reconstructions. La première reconstruction,
c'est la guerre de 14. La deuxième reconstruction, c'est Vichy, parce que Vichy a dépensé à la fois beaucoup de salive, des discours, et aussi de l'argent quand il y en avait, pour reconstruire. C'était une question politique, montrer que l'État était là pour soutenir les Français, les administrer. Et puis la troisième reconstruction qui est 45. Donc il y avait on pourrait presque dire une culture du baraquement. Ben oui, parce que la Première Guerre mondiale, c'est pas si vieux quand on est en 1944. C'est 20 ans, Ben, c'est rien ça. 20 ans. Quand on a 20 ans c'est rien, mais quand on a 40 ans, on voit que c'est pas tant que ça. Ne parlons pas pour après. Et les baraquements de 18 étaient encore habités en 45. Donc c'est vraiment un temps long, ces bombardements. Les bombardements aussi, mais là c'est les baraquements. Parce qu'il y a énormément de personnes sinistrées, hein, je l'ai dit. Les bâtiments complètement détruits, c'est par centaines de milliers. On est à 1 500 000 bâtiments touchés en plus, parce que abîmés. C'est vrai qu'il y a énormément de gens à loger. Comment les autorités prennent-elles ça en charge? C'est-à-dire qu'il y a un décompte du nombre de baraquements qu'il faut construire, à quel endroit? Oui, alors les pouvoirs publics, en particulier une administration qui a été construite uniquement pour ça, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qu'on appelait MRU, et que tous les Français des années 45, 50 jusqu'à 60 connaissaient. Le MRU, c'est la reconstruction. Ils se sont occupés d'abord, et c'était compliqué, de faire un recensement de ce qui avait été démoli, entre ce qui était totalement démoli, partiellement démoli, réparable. Donc, faire un recensement, ce qui n'a pas été facile. Et ce qui fait que encore maintenant, on ne sait pas exactement combien de bâtiments ont été détruits, même si c'est pas le plus important, mais tout de même. Et puis, à côté du recensement, qu'est-ce qu'on va reconstruire? Où? Comment? Donc là aussi, ça demandait beaucoup de soins et d'innovation, même si on avait toujours pareil l'expérience de la Première Guerre, mais c'était tellement différent. 13 départements ont été touchés pendant la Première Guerre, et pendant la Deuxième Guerre, c'est quasiment les 90 départements, pas tous, mais peu d'exceptions. Oui, peu d'exceptions, c'est-à-dire que partout, dans chaque département, il y a un besoin de réflexion. Moment, voilà. Et plus ou moins selon les endroits. On le cite bien souvent, la Normandie, bien sûr, avec beaucoup de bombardements. Et ce ministère de la Reconstruction, dont je vous propose d'écouter le directeur du plan. Nous recevons dans nos ports de la Manche et de l'Atlantique 2000 maisons préfabriquées par mois. Et ceci pendant les 4 mois prochains. Ces 8000 maisons représentent un poids total de 80 000 tonnes, répartis en 40 000 caisses de 2 tonnes chacune. Il est facile d'imaginer les difficultés que pose leur acheminement. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme vient de prendre en main ce problème. Mais comment sont-elles montées, monsieur? Chaque maison est livrée en pièces détachées réparties dans 5 caisses de 2 tonnes chacune. Il suffit de réunir les caisses d'une même maison et d'en assembler le contenu sur les fondations. Ces maisons ont tout de même des fondations? Bien sûr, mais vous savez, ces maisons sont très confortables, elles ont l'aspect d'un coquet bungalow, et nous sommes particulièrement reconnaissants à nos amis américains d'exporter vers la France ces maisons préfabriquées, surtout en connaissant leurs propres difficultés de logement. Grâce à eux, des milliers de sans-abri vont retrouver demain un toit et des maisons confortables. Au mois de novembre 1945, Jean Kérisel, directeur du plan au ministère de la Reconstruction, évoque c'est mieux que des baraquements. Ce sont des petits bungalows absolument charmants. Des bungalows coquets. C'est pas faux. C'est pas vrai non plus. Sauf que quand même, dans ces baraquements, parce que ce sont quand même des baraquements, il y a l'eau courante, il y a le chauffage, il y a l'électricité. C'est pas une tente. C'est quand même mieux qu'une tente. Alors après, il y avait une gradation. Les Américains et les Américaines, si on parle de cabane, les Américains étaient les meilleurs, étaient considérés comme les plus confortables, les meilleurs, les mieux construits. Après, on aimait bien les baraquements anglais. Et puis après, et
une fois que les baraquements étaient construits, il fallait les attribuer, ce qui n'était pas simple. Donc c'était les municipalités qui s'occupaient de ça. Donc il y avait des listes d'attente, il y avait certains sinistrés qui disaient « je préfère attendre un peu plus et avoir une américaine ». Ah oui, parce que ici, quand même, il faut mettre en place un petit peu les images autour de ces baraquements. Les villes sont rasées, les quartiers sont détruits, on voit bien comment ça peut se construire. Ces baraquements sont là au milieu des ruines. En fait, le bombardement a lieu à un moment. Parler de reconstruction, ça nous fait passer plein d'étapes qu'il y a auparavant. Faut déblayer un baraquement, on peut pas le mettre au milieu des ruines. On peut pas le mettre n'importe où. Et même avant de déblayer, ce qui est déjà pas rien, parce que qu'est-ce qu'on fait de tous ces débris ? Il faut déminer. Parce que les villes n'étaient pas toutes minées, mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui ont été minés. Donc il a fallu déminer, et c'était quelque chose de nouveau. Donc il a fallu former des démineurs, il a fallu trouver du matériel pour déminer, donc ça prenait du temps. Une fois qu'on avait déminé, où on pensait que c'était à peu près propre, il fallait trouver où on allait les mettre, les baraquements. Donc là encore, il y a eu tout un débat, voire un conflit, entre les architectes disant « Ah non, vous n'allez pas aller là, parce que là, on va reconstruire ». Et ceux qui étaient pour les baraquements, ils disaient « Mais où est-ce que vous voulez qu'on les mette, ces baraques ?» Alors, il y a pas mal de lotissements qui ont été mis à la périphérie des villes, mais pas tout. Et puis à la périphérie des villes, on mettait aussi les débris. Parce que c'est bien joli de dire on reconstruit, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces ruines ? Où est-ce qu'on les met ? On ne peut pas les brûler, on ne peut pas les enterrer, donc il faut les mettre quelque part. Et beaucoup de villes, dont Tours par exemple, ont construit, mais il y en a beaucoup d'autres, ont construit leur périphérique sur les débris qu'on avait évacués de la ville. Un autre exemple très qui est important, c'est Le Havre. Le Havre, où l'architecte a décidé qu'on allait rehausser tout le sol de la ville avec les débris. Et puis Le Havre, il y a tous ces remblais vers la mer avec tous ces morts aussi. Parce que vous le dites, hein, vraiment, Daniel Wollmann, nous parlons de la reconstruction des villes, mais il ne faut pas oublier que ce sont des vies humaines, hein, ce sont des gens, et que au moment de déblayer, il y a des corps que l'on retrouve, voilà, et des corps broyés. Et c'est le cas notamment au Havre, hein, bien sûr, au Havre, où même tous les corps ne sont pas retrouvés au moment de déblayer l'ensemble des gravats. Ceci était le port du Havre avant la guerre, une grande porte ouverte vers l'Atlantique. Et voici le Havre aujourd'hui, celle de nos grandes villes peut-être qui ressemble le moins à une ville. Pilonnée, écrasée, labourée, une ville pas plus haute qu'un homme. Une ville où les Allemands encerclés se réservaient les meilleurs abris. Le monument aux morts, un des plus beaux de France, est resté intact au milieu des ruines. Des cimetières improvisés sont nés un peu partout. Tout le centre de la ville est devenu un vaste cimetière. Mais l'espoir est permis. Le port du Havre respire encore dans les décombres et veut revivre. Des navires abordent au quai. Chaque jour, des tonnes et des tonnes de marchandises sont déchargées et vont traverser ce désert. Le Havre de Grâce sera toujours un grand port. Le Havre présenté dans le journal des actualités françaises en mars 1945, le bombardement du Havre, ou plutôt les bombardements, ça s'étend de septembre, des premiers jours de septembre au premier jour de septembre 1944, du 5 au 11 septembre, avec ici cette expression utilisée, un vaste cimetière. Le Havre, c'est un vaste cimetière, ces villes sont des cimetières aussi, avec le Havre qui devient presque un modèle pour la reconstruction. En tout cas, c'est quelque chose qui est sans cesse présenté comme le cas particulier de la reconstruction. Est-ce le cas ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, devant l'immensité des destructions, il fallait décider si on faisait des priorités. Les priorités étant surtout des priorités financières. C'est d'une part ça. Et d'autre part, de quoi avait-il besoin d'abord? Et d'abord, c'était de reprendre le commerce international. Et donc, il y a 2 villes qui ont été décidées prioritaires, c'est Le Havre et Dunkerque. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on allait faire comme type de reconstruction? Et là, il y avait encore plusieurs opinions au sein du MRU, qui a eu la clairvoyance, je dirais, de décider qu'on choisirait pas une forme de reconstruction. Donc, on allait prendre des architectes modernisateurs, et genre Le Corbusier, et des architectes classiques. Et pour Le Havre, on a décidé de prendre l'as du béton, à côté de Le Corbusier, le plus important architecte moderne, qui était Auguste Perret. Et donc, on a confié la reconstruction du Havre à Perret. Et c'est pour ça que Le Havre, par rapport à d'autres villes, comparant à Dunkerque, par exemple, ou à Brest, est vraiment un modèle, un symbole de la reconstruction moderne. Daniel Waldman, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de théorisé ici, avec l'idée que toutes les villes reconstruites ne doivent pas être reconstruites de la même manière. Enfin, c'est vraiment pensé, de se dire qu'il faut garder des identités. C'est pensé, ça a été pensé par le personnel du MRU. À mon avis, ils ont vraiment bien fait. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ils ont décidé que ce ne serait pas une façon de faire, une théorie architecturale qui dominerait les autres. Donc on a tout. On a des modernes, on a des classiques et on a des hybrides. On a de tout. Et à mon avis, c'est ce qui donne à la reconstruction de 45 son cachet un peu divers. C'est pas simplement une chose. MRU, c'est le ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est aussi à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une réflexion de se dire, puisque tout est détruit, ou en tout cas le quartier est détruit, on va en profiter pour le rendre plus efficace, pour changer les plans des villes, pour transformer ce qui existait déjà? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui intéressait, et même plus qu'intéressait, les urbanistes. Alors, l'urbanisme et les urbanistes, c'est assez récent. C'est-à-dire, ça date du début du siècle, des années 1900. Et il y a eu un coup d'accélération à cause de la destruction de la Première Guerre, où les urbanistes se sont emparés des destructions de 14-18 pour dire les villes sont pas comme il faut. Les villes ont des rues tortueuses, les fonctions sont pas claires, on mélange l'habitat et les lieux de production, les usines. Il faut faire autrement. Donc, depuis 1900, mais surtout 1920, il y a eu une réflexion urbanistique importante. Et les porte-paroles des urbanistes disaient il faut pas refaire comme en 1920 où on n'a pas changé les villes. Il faut en profiter. Puisque c'est détruit, attention, faisons selon l'urbanisme moderne. Et comme la modernisation, c'était le mot d'ordre de la France en 45, ça tombait bien. Donc, les urbanistes ont tous dit on reconstruit pas n'importe comment. On reconstruit selon un plan d'urbanisme. Donc, toutes les villes détruites devaient, avant tout, après le déminage et le déblaiement, devaient produire un plan d'urbanisme. Et ça s'appelait plan de reconstruction et d'aménagement, ou plan d'urbanisme, il y avait les deux. Et ce sont ces gens-là qui avaient du poids dans les milieux politiques, qui ont insisté pour que ça soit pas ministère de la reconstruction tout court, ou ministère de la reconstruction et du logement, ce que ça deviendra après, mais
ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Ils auraient préféré mettre ministère de l'urbanisme et de la reconstruction. Bon, là, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné, mais en tout cas, l'urbanisme est vraiment pris en compte dans cette histoire-là. Oui. Et on a cité le cas du Havre, là où on a l'ensemble. C'est-à-dire que le bâtiment qui est construit selon les procédés les plus nouveaux, et la ville elle-même est construite selon une réflexion nouvelle. Tout ça mené par celui, Daniel Vonman, que vous avez surnommé l'as du béton, Auguste Perret. La ville du Havre est dans une situation toute particulière. Son sol est à peine au-dessus du niveau de l'eau, ce qui fait que toutes ces canalisations baignent dans cette eau. Mon but, c'est de faire un réseau de voies surélevées qui mettrait à l'abri le Havre de tous les ennuis qu'il a eu pour ses canalisations, pour tous les réseaux d'énergie qui doivent servir une ville. Voilà mon projet. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire des îlots tout basés sur une commune mesure qui nous permettront de construire vite et bon marché, de manière à donner aux habitants autant que possible plus qu'ils n'ont perdu. La ville de François Ier, la ville bâtie sur les marais, est totalement détruite. Il n'en reste absolument rien. Peut-être est-ce dû surtout à la nature de sa construction qui était faite de briques et que la brique résiste très mal à l'explosion. La brique se couche tout de suite. Mais la ville ne sera pas reconstruite en briques, alors. Mon intention, c'est de la reconstruire en pan de béton armé. Ce qu'il nous faut, voyez-vous, c'est du charbon. C'est le charbon qui est à la base de tout ça. Mais oui, ciment, charbon, plâtre, charbon, chaux, charbon, tuile, charbon, fer, charbon. Évidemment. Voilà. Et du béton armé, bien sûr, l'architecte Auguste Perret, en décembre 1945, à propos de la reconstruction du Havre. Est-ce que la reconstruction du Havre est particulièrement exceptionnelle dans ce panorama des reconstructions après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est vraiment un cas à part? Je dirais pas que c'est un cas à part. C'est un cas particulier. C'est particulier, c'est pas tout à fait à part. On pourrait dire que chaque ville est un cas particulier. Ce qu'il y a avec Le Havre, c'est que d'abord, on a confié sa reconstruction à Auguste Perret. Or, Auguste Perret, à ce moment-là, n'était pas un jeune architecte, il avait 70 ans, enfin dans les 70 ans. Il était, comme on a dit, l'as du béton. Enfin, le béton pour lui, c'était l'avenir. Le béton, c'est sa passion. C'est sa passion. Voilà, le béton, c'est sa passion. À part ça, Perret, qui a vraiment pensé la reconstruction, il le dit là dans l'extrait qu'on a entendu, il a divisé la ville, enfin le terrain, en carrés, et il l'a reproduit. C'était très pensé. À part ça, il a pensé la reconstruction de la ville sur sa table à dessin. C'est un des architectes qui a été le moins sur le terrain. Il a fait tout de Paris. Alors que bien d'autres architectes sont allés sur le terrain, ont regardé la ville, voire ont parlé aux habitants, c'est arrivé. Perret, les habitants, ça l'intéressait pas beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est à part. Parce qu'il y a peu de villes qui ont été pensées de façon tellement systématique et théorisée. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il a été très content qu'on lui attribue la reconstruction du Havre. C'était une sorte de couronnement de sa carrière, si on peut dire. C'était sa ville, mais c'était pas sa ville concrète, c'était sa ville sur sa table à dessin, ce qui est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, c'est une ville pensée avec le cas du Havre, bien sûr, et tant de villes qui ont été détruites, plus ou moins, parfois presque totalement, oui. Parfois en grande partie des quartiers entiers. On pourrait pas toutes les citer. Il y en a tellement: Saint-Nazaire, Modagne, Tilly, la Campagne, Calais, Le Portel, Dunkerque, Villers-Bocage. On pourrait Saint-Lô, bien sûr, Lorient. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à cette question de la reconstruction des villes, ces villes bombardées.
des ruines, des baraquements. Lionel Voetman, on voit bien, question d'urbanisme, des architectes. Le cas de Brest, par exemple, c'est un cas intéressant parce qu'il n'y a pas un bombardement, il y en a plus de 150 pendant l'ensemble de la guerre. Là aussi, il y a quelque chose à reconstruire et c'est lié à ce que nous évoquons depuis le début de l'émission. C'est une question d'architecture, d'urbanisme, une question sociale aussi, une question de stratégie. Alors, économique et militaire. Reconstruire ces villes-là, faut aller vite. Mais quand on va vite, on sait combien c'est compliqué le bâtiment. C'est pas si facile que ça de le réaliser. Et puis finalement, malgré les satisfacits que se sont donnés les gens qui travaillaient au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, ça n'a pas été très vite, d'une part. Et d'autre part, ça a été échelonné. C'est-à-dire que ce qui a d'abord été pris en compte, c'est l'outil économique. On a entendu, je crois que c'était Perret tout à l'heure, qui disait le charbon, le charbon, le charbon. Et en effet, les premiers plans de modernisation s'occupaient des usines et pas du logement. Le logement, c'était pas prioritaire. Parce qu'il fallait d'abord reconstruire l'outil économique et après, on aurait de quoi reconstruire le reste. Donc ça, pareil, ça a été une discussion, mais une discussion qui a été moins violente que pour baraquement, pas baraquement, parce que tout le monde était absolument convaincu qu'il fallait que les usines reprennent, que les mines soient de nouveau exploitées, et ça n'a pas posé tellement de problèmes. De même, les ports. Brest, tout à l'heure on parlait de Dunkerque et du Havre, mais Brest c'est pareil, il fallait reconstruire vite parce que c'était un port. C'était plus compliqué parce que c'était un port militaire, mais tout de même, il fallait dans cet océan de ruines, la France finalement a été dans le camp des vainqueurs, tout juste, mais enfin, elle l'a été. Et donc, il fallait qu'elle prépare sa future défense. Et oui, tout de suite. Et puis, parmi ces ports, il y a Marseille aussi. Marseille, détruite en partie par les Allemands eux-mêmes en 1943. Et puis, des vagues de bombardements alliés, cette fois-ci, en 1944. Oui, mais c'est surtout 43. Mais c'est surtout 43, la destruction par les Allemands. Là aussi, il y a des choses à reconstruire. Et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Alors, ne sont pas du tout les mêmes. Surtout que, si on fait la comparaison entre Brest et Marseille, Brest, la nomination de l'urbaniste et de l'architecte s'est fait assez facilement, alors qu'à Marseille, ça a été très compliqué. Il y a eu 3 architectes qui ont été nommés successivement parce qu'il y avait un différend entre la municipalité et les autorités nationales, le MRU. Et finalement, c'est Fernand Pouillon qui a remporté le morceau, mais ça a été compliqué. Et donc, ça a été un peu plus long à Marseille. Mais Marseille, c'était quand même que le vieux port, enfin, autour du vieux port. Brest, c'était plus étendu. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a, malgré tout, dans l'ensemble de toutes ces questions de reconstruction, un point commun. C'est celui de la main-d'œuvre. Déportés, prisonniers, à la demande de M. Freinet, votre ministre, je viens à mon tour m'intégrer dans la campagne du retour. Et je vous dis, vous rentrez dans vos foyers, vos villages, dans la grande communauté nationale. Vous reprenez votre place, vos droits et vos responsabilités d'homme libre, mais vous gardez le souvenir de la longue contrainte. Je m'adresse donc à des hommes qui ont appris à dure école à regarder la vérité en face. Je la dirai telle qu'elle est. La guerre nous a frustré de notre patrimoine. Sur 1700 000 immeubles sinistrés, nous en comptons 400 000 anéantis et 1300 000 endommagés. Nos ports sont détruits. Les ponts, les routes, les ouvrages d'art, les installations fixes et ouvrages ferroviaires ont été atteints. Les destructions sont partout et pas un coin de la terre de France n'a été épargné. Travaillons ensemble, travaillons avec acharnement et avec discipline pour que la France qui vous retrouve aujourd'hui avec joie devienne la France belle, saine et heureuse dont vous rêviez dans votre captivité et que nous voulons tous. Prisonniers et déportés d'hier, hommes libres d'aujourd'hui, au travail pour la reconstruction de la patrie.
Déporter, le mot est utilisé tel qu'il l'était en juillet 1945. Ici, c'est Raoul Dautry, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est le gouvernement provisoire de la République française. C'est déporter, c'est en fait tout le monde déporté. Retour des camps, sans doute, mais surtout les prisonniers. Il y a besoin de main-d'œuvre. Les prisonniers de guerre. Oui, les prisonniers de guerre, c'est ça. Il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et on commence à appeler la main-d'œuvre immigrée. Parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Main-d'œuvre immigrée qui vient d'où Espagne, Italie, déjà En 1945, je crois, mais je n'en suis pas sûre, que c'est les Portugais qui sont les plus nombreux, les Espagnols, et il faut attendre début des années 50 pour que ça soit les Algériens. Les travaux commencent quand réellement? Parce que ce n'est pas tout de dire baraquement, il y a tous les gravats à enlever, et puis il y a tous les plans à réfléchir, les architectes à choisir, et puis faire venir la main-d'œuvre, et puis les matériaux. Concrètement, cette reconstruction, elle est effective quand c'est à partir de quand qu'on voit commencer à s'élever des bâtiments? Je dirais pas avant 48. Ah oui, 48. Oui, parce que il faut au moins. Alors c'est à l'échelle nationale. Il y a sans doute des cas particuliers. Surtout que le MRU avait fait une liste des priorités. Donc il y a des villes qui ont eu plus de financement et plus d'attention que d'autres. Parce que il y avait un député plus entreprenant ou parce que on pensait qu'il fallait pour l'économie que ça aille plus vite. Mais dans l'ensemble, avant 48, on voit les démineurs, on voit les déblayeurs, on voit les baraques sortir, mais du dur, on n'en voit pas. Quant aux bâtiments publics, par exemple les mairies ou l'hôtel des impôts, c'est fin 50, ou enfin, disons, à partir de 55. Oui, c'est tard. Hein. C'est-à-dire que dans la priorité, on évoque les reconstructions, les bâtiments, bien sûr, pour loger les gens, ça c'est une première chose, mais la main-d'œuvre, et puis les matériaux aussi, sont destinés peut-être à des reconstructions autres. Je pense aux ponts, je pense aux routes. Exactement. C'est ce que disait Dautry là dans l'extrait qu'on a entendu. C'est bien joli de reconstruire dans la ville, mais s'il n'y a pas un pont pour relier les deux rives, comme ce qui s'est passé à Gien, par exemple, enfin, je pense à Vien, il y en a bien d'autres. Donc il faut reconstruire les ponts d'abord. En priorité, ben donc, oui. Les infrastructures d'abord. Les infrastructures, les usines. Dit. Et puis, il y a l'élévation des bâtiments d'habitation, parce qu'il faut mettre fin au baraquement et loger les gens. C'est ça, la conception. Et vous venez de nous dire, Daniel Vodman, que les bâtiments publics, ça va être la dernière étape. Après. Et donc, les mairies, par exemple, ou les églises, sont restées dans des baraquements au moins jusqu'au milieu des années 50. À donc Vire. assez tard. Vire dans le Calvados, la mairie, l'hôtel de ville, oui. est inauguré en 1956. Ici, Vire, RTF. Monsieur Guy Mollet, président du Conseil, a été accueilli d'une façon très chaleureuse par la population viroise à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôtel de ville. 6 juin 1944, après 4 années d'une occupation allemande si lourde au cœur des Virois qui n'avaient jamais pactisé avec elle, l'heure du débarquement allié avait enfin sonné. Mais nous devions être cruellement éprouvés par les combats de la libération. Ce 6 juin 1944, par un bombardement effrayant, sous une pluie de fer et de feu, les 9/10 de notre cité ont été détruits et 500 de ses enfants y sont morts pour la France. En présence de cet anéantissement presque complet, les Virois n'ont pas désespéré. Faisant preuve d'un cran admirable, dès fin septembre 1944, la plupart d'entre eux étaient rentrés pour vivre au milieu des ruines, campaient souvent d'une façon bien précaire dans des baraquements et les quelques maisons restées à peu près debout. Ils se sont remis courageusement à l'ouvrage. 12 ans ont passé. Hélas, de nombreux Virois sont encore logés dans des conditions lamentables et la reconstruction ne sera pas terminée avant 3 à 4 ans. Cependant, l'espoir renaît et aujourd'hui, votre venue, Monsieur le Président,
marque une date importante dans la renaissance de notre cité. Nous venons d'entendre André Albou, le maire de Vire, en 1956, au moment où il était inauguré l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Vire, c'est vraiment une œuvre qui est très moderne, si on utilise un mot qui est particulièrement générique et qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, ce sont des lignes droites, c'est vraiment en 1950, quand le choix qui a été fait pour reconstruire le reste de la ville est de faire des bâtiments pas trop hauts, de retrouver l'ardoise pour rester dans l'ère de ce que pouvait être la ville auparavant. En fait, il y a un aspect, Daniel Vollmann, qu'il faut vraiment évoquer dans cette reconstruction, c'est par les matériaux utilisés, par la réflexion qu'il y a sur l'habitat, c'est aussi l'occasion de moderniser une ville. C'est l'innovation ici qui peut primer. Ça change la vie des gens. Je pense, et on en a parlé, l'eau, la salle de bain, c'est des choses qui, d'un seul coup, sont complètement prises en compte. C'est-à-dire, on ne veut pas refaire... c'est-à-dire les architectes et les urbanistes, ne veulent pas refaire les villes du passé. Puisqu'il y a ce cataclysme de la destruction, il faut en profiter. Il faut que d'un mal sorte un bien. Et donc, on fait plus des immeubles sans eau courante, sans salle de bain, sans toilette. Il y a vraiment un effort de modernisation qui est non seulement dans le confort interne des immeubles, mais qui est aussi dans la façon de comprendre la ville, c'est-à-dire régulariser les rues pour qu'elles soient plus tortueuses. Par exemple, des villes comme je pense à Amiens où il y avait des canaux, enlever la plupart des canaux parce que ça empêche la circulation. On est dans un moment où on pense au tout automobile. Hein. L'automobile, c'est l'avenir, c'est la modernité. Donc, oui, il y a vraiment l'idée de refaire plus moderne. Avec une question qui se pose, c'est celle des sinistrés. Quelqu'un qui a perdu une maison récupère son terrain. Mais quelle indemnité? Quelqu'un qui avait un appartement dans un immeuble, l'immeuble est détruit, on reconstruit quelque chose, on lui redonne un appartement équivalent? Pas forcément. Les sinistrés sont obligés de se grouper en associations syndicales de reconstruction. Ils sont obligés d'accepter l'endroit où ils vont aller. C'est-à-dire, ils récupèrent pas forcément leur terrain. C'est en fonction du plan de la ville. Et donc, ils peuvent refuser. Mais s'ils refusent, ils n'ont pas les indemnités. Donc, ils se trouvent sans terrain et sans argent. Donc, l'ensemble des sinistrés, même en demandant des recours, en faisant des actions, finalement, l'ensemble des sinistrés acceptent. Parce que les indemnités, et ça aussi c'est une grande différence avec la Première Guerre, les indemnités n'étaient accordées que si ça servait au bien commun. On appelait ça le bien commun. Alors, si par exemple, un propriétaire d'usine, là c'est pas logement, c'est usine, était en plein milieu d'une ville. Les usines, on les voulait plus au milieu des villes, on les voulait à la périphérie. Donc, pour avoir les indemnités pour reconstruire son usine, il fallait qu'il migre. Il fallait pas qu'il reste là. Et les propriétaires, pareil. Alors ça permet aussi de faire une toute petite incidente. Les sinistrés qui étaient indemnisés, c'était les propriétaires. Les locataires n'avaient pas droit, sauf, enfin, il y avait des exceptions, mais dans l'ensemble, c'était les propriétaires qui étaient indemnisés. Donc, un locataire qui avait son immeuble, celui où il habitait, détruit et qui devait être construit ailleurs, il avait qu'une solution, c'était soit de suivre son propriétaire qui acceptait de lui relouer dans le nouvel immeuble, soit aller ailleurs. Ah oui, c'est des moments
on le sait, de bascule intense, mais liée à des choses très concrètes ici, dans ces années-là. Exactement. 45, 46. Il faut imaginer quand même ces gens qui reviennent chez eux après le bombardement. Il n'y a plus de chez eux. Ils n'ont plus d'objets, ils n'ont plus de meubles, il n'y a plus de vaisselle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et si on est locataire... on n'a rien, ou pas grand-chose. On n'a rien et on est à la rue avec cette question de la durée, parce que on parle d'innovation. On voit bien qu'il y a toute une réflexion qui est mise en place sur les sinistrés. Mais on sait que rien n'est parfait, surtout face à l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Quelles sont les principales critiques qui apparaissent autour de ces reconstructions ? Les matériaux, ils sont critiqués ou ils sont considérés comme Non, ils sont critiqués. Ils sont critiqués. Et il y a plusieurs villes qui... Alors, ça, c'est encore une chose un peu compliquée. C'est-à-dire que la reconstruction a été pensée depuis le ministère, c'est-à-dire depuis Paris. Et les propositions faites donc par les architectes ou les urbanistes qui ont été choisis par le ministère vont dans les conseils municipaux. En fait, les conseils municipaux, s'ils veulent que ça aille relativement vite et qu'il y ait de l'argent, il faut qu'ils disent oui. Et souvent, ils disent oui. Mais des fois, non. Des fois, ils ne veulent pas du tout béton. Ils veulent les matériaux locaux. Par exemple, le grès rose des Vosges, dont les architectes ne voulaient pas parce que c'est plus cher, c'est plus compliqué, le béton, ça va plus vite. Mais ils ont gagné finalement. Et il y a eu quelques exemples de villes qui ont refusé ce qu'ils appelaient le diktat de Paris. Par exemple, à Lorient. Lorient, il y avait une base de sous-marins, c'était assez compliqué, et l'arsenal était en pleine ville. Et selon la théorie on fait un endroit par fonction de la ville, donc une répartition fonctionnelle de la ville, il fallait mettre l'arsenal ailleurs. Les Lorientais n'ont pas voulu. Ils ont dit non, notre ville est comme ça, avec l'arsenal ici, on veut ça. Ça a duré, il y a eu des allers-retours, des négociations, et les Lorientais ont gagné. De même, le nom de la ville m'échappe, Saint-Dizier, je crois. On voulait c'est Le Corbusier qui s'en était occupé, évidemment, gratte-ciel, béton. Eux, ils ont dit non, on veut des bâtiments pas très hauts et le fameux grès rose des Vosges. Ils ont fini par gagner. Mais ça voulait dire du temps, avec des allers-retours entre Paris et les municipalités. Alors, il y a certaines municipalités qui ont accepté en disant « nous, on veut que ça soit reconstruit », donc ça va plus vite. Daniel Waldman, la reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954, histoire d'une politique, ville, histoire, culture, société. C'est issu de votre thèse. Mais 1954 pour la fin ici, parce que ma question finale, c'est ça se termine quand, cette histoire de reconstruction ? Parce qu'il y a un ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, on l'a bien entendu. Donc, il disparaît quand la reconstruction est finie ? Pas vraiment. Alors, ça, c'est une chose dont on n'a pas parlé. En France, il y avait une crise du logement, parce qu'on parle tout le temps de la crise du logement. Elle était, depuis la fin du 19e siècle, il n'y a pas eu moyen de régler cette affaire de logement. À partir de 54, on a considéré, ça veut dire les milieux politiques, que ça y est, on était de l'autre côté, on avait basculé. Et donc, on a enlevé reconstruction à la nomenclature du ministère et c'est appelé du logement. Et là, c'est toute une autre affaire. Comment résoudre la crise du logement après avoir reconstruit ? C'est une autre histoire, bien sûr, mais qui est liée bien à celle que vous venez de nous raconter, Daniel Waldman. Merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire, nous raconter cette histoire de reconstruction en prenant vraiment en compte, et ça c'est très important parce que l'histoire est toujours incarnée, qu'il ne s'agit pas simplement une histoire de pierres détruites et de maisons à reconstruire. C'est une histoire très humaine de ces victimes et de ces architectes. Merci beaucoup à vous. Pour terminer, juste comme un petit clin d'œil, il y a une ville, un village qui a été reconstruit, parrainé par la radiodiffusion française. C'est à Éperon. Éperon, c'est juste à côté de Caen, dans le Calvados. Alors voilà, pour finir, petit clin d'œil à ce village parrainé par la radio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et vous que nous appelons mes chers auditeurs, mes chères auditrices,
je dois vous dire qu'à l'instant même, M. Vladimir Porcher, directeur général de la radiodiffusion française, vient de poser la première pierre symbolique du village d'Éperon. Au nom de la radio, à tous ceux qui ont contribué à ce qui vient de se passer à l'instant même, merci. Merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Quand le bâtiment va, tout va du haut en bas. Chacun sait qu'il est joyeux, tant mieux, tant mieux. Tout devient merveilleux sous un ciel toujours bleu, sous un ciel toujours bleu. Voilà la première pierre posée à Éperon, c'était en 1949 avec Jean Nohain. Les plus jeunes l'auront reconnu aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Raphaël Lalonde, Chloé Rouillon et Maïwen Guizio. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.